Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM TV pour cette première interview depuis l'annonce de votre ralliement à Éric Zemmour. Benjamin Duhamel, journaliste politique de BFM TV, nous a rejoint. Et d'abord, bien sûr, ce 13e jour de guerre en Ukraine. Une attaque russe a fait aujourd'hui au moins 21 morts à Soumy, à 350 km au nord-est de Kiev. Parmi les victimes, 2 enfants. Il s'agit d'un bilan provisoire communiqué par le parquet régional ukrainien. Que vous inspire cette guerre menée par Vladimir Poutine et comment qualifiez-vous cette invasion ? Mais la situation est proprement déplorable, en premier lieu évidemment pour les Ukrainiens et pour l'Ukraine. Moi je crains, si vous voulez, la volonté de la Russie de vouloir créer un effet de sidération jusqu'à peut-être aller faire tomber le gouvernement ukrainien, qui fait partie des objectifs éventuellement du gouvernement russe. Voilà, donc c'est vrai que on sent que le risque d'escalade est très important. On sent que les civils peuvent être menacés par certaines frappes, mais aussi un certain nombre d'installations. On l'a vu, on a eu très très peur au moment où on a cru que la centrale nucléaire avait été visée, les bâtiments administratifs. Mais on voit bien qu'il en faudrait peu pour qu'on passe à côté. Une menace très claire, là aussi. À côté d'un drame. Donc maintenant, face à cette situation, il y a 2 options possibles. Soit on va vers une escalade avec une espèce de course aux provocations, aux sanctions, avec des discours de va-t-en-guerre, comme on a pu entendre dans la bouche notamment de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire, ou bien on tente la médiation. Propos sur lesquels il est revenu, mais tout à fait, parce que je pense qu'il a mesuré qu'avec ce type de propos outranciers, malheureusement la riposte russe risque de ne pas être indolore pour les Français et l'Europe, notamment, vous le savez, sur le plan énergétique, agricole ou des matières premières. Donc c'est vrai que c'est une donnée malheureusement à prendre en compte. Et ça veut dire qu'il ne faut pas faire de sanctions si vous mettez en avant le risque qu'il y ait un effet. Au moment où on s'interroge beaucoup pour au contraire les renforcer. Ce que je crois, c'est qu'il faut en tout cas les calibrer de telle manière que nous ne retrouverons pas dans une situation dramatique sur le plan social, parce que précisément nous n'avons pas été capables d'anticiper les conséquences. Je parlais du plan énergétique, on peut parler évidemment du gaz, du pétrole et des matières premières, mais on pourrait également parler des conséquences sur le secteur bancaire qui pourrait advenir s'il y avait une application inconsidérée du blocage du système SWIFT. Je dis ça pourquoi ? Parce que donc nous avons cette posture-là, qui manifestement aujourd'hui est la posture de la présidente de la Commission européenne, qui aujourd'hui explique qu'elle a amorcé l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, en tout cas la candidature et l'étude de la candidature. Sur quelle légitimité, on ne sait pas. Vous n'y êtes pas favorable, donc. Je ne crois pas que ce soit un bon signal envoyé au moment où justement on essaye d'avancer vers une médiation et on espère que à la fois le gouvernement ukrainien et la Russie puissent faire chacun un pas pour amorcer la désescalade et revenir à la paix. Moi je suis quand même étonné, si vous voulez, que l'Union européenne, cette présidente de la Commission, sans avoir consulté les nations, sans savoir même cette posture est majoritaire au sein des nations, puisse aller aussi loin dans ce type de déclaration. Est-ce que vous condamnez sans ambiguïté cette attaque contre l'Ukraine de la Russie ? Bien sûr, non mais évidemment. C'est important qu'on vous entende le dire. Alors évidemment, pour une raison simple, c'est qu'il y a une violation aujourd'hui manifeste du droit international et donc de la violation de l'intégrité du territoire et des frontières. Ce qui, si vous voulez, est compliqué dans ce sujet, c'est qu'il y a eu des procès d'intention pour une raison qui est simple, c'est que parfois on n'a pas fait la distinction entre l'explication, c'est-à-dire les explications qui nous ont conduits à cette situation dramatique, à l'attitude de la Russie, dans des responsabilités qui pouvaient parfois être partagées côté russe, côté ukrainien ou côté européen, et les solutions. Voilà, moi je pense que... Oui, mais alors attendez, parce que précisément, vous parlez de responsabilité partagée. On a entendu le candidat, en l'occurrence, que vous soutenez, Éric Zemmour, expliquer que si Poutine est coupable, l'Occident est responsable. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui, dans leur grille de lecture, considèrent qu'il y a une forme de responsabilité de la part de l'OTAN, de la part de l'Occident, ou est-ce qu'au contraire vous dites non, Poutine est le seul coupable, le seul responsable? Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est le coupable de la situation et de la déclaration de la guerre, alors même qu'il n'y avait pas de raison immédiate à entraîner une réaction aussi radical, si je puis dire, en violant les frontières ukrainiennes. Ça, c'est certain. En revanche, sur le plan des explications, vous savez, en géopolitique, malheureusement, rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. Il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un côté les méchants. Il y a une multiplication de responsabilités partagées, probablement. Une fois de plus, là, on est dans les explications sur le temps long, de la part d'avancées... Pour qu'on ne se méprenne pas, vous n'êtes pas du tout en train de justifier l'intervention russe. Non, mais vous je crois que c'est pas parce partagé dans la situation diplomatique. On est totalement d'accord. C'est pas parce qu'on explique qu'on justifie
justifie. Une fois de plus, il y a les accords de Minsk n'ont pas été respectés. On se souvient du traitement des populations russophones par l'Ukraine. On se souvient des avancées de l'OTAN sur les pays de l'Est, qui a donné le sentiment à la Russie peut-être que son glacis sécuritaire était menacé. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que maintenant, on est face à la responsabilité sans équivoque de la Russie, et donc il faut être capable de riposter par rapport à cela. Mais une fois de plus, ne soyons pas, si je puis dire, les dindons de la farce. Les États-Unis savent mesurer le risque qu'ils ont lorsqu'ils prennent des sanctions. Et, Joe Biden, après avoir quand même tenu des propos extrêmement forts, c'est le premier qui a parlé de guerre à ce sujet-là, a tout de suite affirmé qu'il n'enverrait pas de soldats. Ils calibrent quand même leurs sanctions en fonction des secteurs. Ils sont moins exposés que nous à la dépendance. Donc les Européens, je pense, doivent avoir aussi cette démarche raisonnable et ne pas transformer cette guerre en argument électoral, en particulier en France. Madame Maréchal, on vous pose la question aussi parce que dans votre camp, on a retrouvé certaines déclarations qui pouvaient laisser penser qu'il y avait une forme de complaisance à l'égard de la Russie de Monsieur Poutine. Voilà ce que vous disiez en 2014. Ce qui est sûr, c'est que Monsieur Poutine est un patriote, il défend les intérêts de son pays et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Vous rajoutiez, la Russie, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une dictature. Est-ce qu'avec le recul, vous dites qu'il y avait une forme d'erreur de jugement? Est-ce que par exemple, vous rediriez aujourd'hui que la Russie n'est pas une dictature? Alors déjà, d'une part, c'est vrai que vous vous rappelez des propos qui datent de 2014, donc une fois de plus, les choses évoluent, mais moi j'assume parfaitement le fait qu'à l'époque j'étais... Mais vous êtes allé en Crimée en 2019. Je vais vous dire, je suis extrêmement sereine sur le sujet. Moi j'ai été élue députée... On a des citations plus récentes à vous suggérer. Mais allez-y, il y a pas de problème. J'ai été élue députée, comme vous le savez, de 2012 à 2017. Dans ce cadre-là, je faisais partie notamment du groupe d'amitié franco-russe, donc j'ai été amenée à me rendre en Russie, à rencontrer des responsables politiques russes, comme d'ailleurs je l'ai fait en Allemagne, en Suède, en Italie, en Espagne. Enfin, voilà. J'assume avoir et faire partie d'une ligne qui considérait qu'il fallait défendre l'idée d'un monde multipolaire, d'un monde équilibré, et en Europe pouvoir travailler de concert également avec la Russie. Vladimir Poutine est un dictateur aujourd'hui ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en Russie, vous avez un régime qu'on appelle autoritaire. Voilà. Donc pas la dictature, pour moi, c'est un régime totalitaire. Donc c'est une différence de nuance qui est une différence de degré. Je suis totalement d'accord avec vous. Néanmoins, le fait de dire c'est un régime autoritaire et de évidemment considérer qu'il y a des atteintes aux libertés fondamentales, à la liberté de la presse, il n'y a pas de débat là-dessus, ne veut pas dire qu'il faille absolument refuser de travailler avec la Russie pour une raison simple. C'est que si vous avez ce type de raisonnement, vous ne parlez plus au Qatar, vous ne parlez plus à l'Arabie Saoudite, vous ne parlez plus à la plupart des pays africains, vous ne parlez même plus à la Chine, qui d'ailleurs ressemblerait presque davantage à un régime totalitaire qu'à un régime purement autoritaire. Vous ne parlez pas à la plupart des pays d'Asie. Bref, à un moment donné, la réelle politique veut que sur le plan géopolitique, la voix de la France doit pouvoir être une voix équilibrée qui s'adresse à tous. Et au regard de la place que prend la Russie sur notre dépendance énergétique, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution alternative viable pour pouvoir se passer des approvisionnements russes. C'est que ça, la réalité malheureuse aujourd'hui. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais encore récemment, ça c'est une citation de 2021, vous évoquez le fait de vouloir absolument dîner avec le président Poutine. J'aurais bien dîné avec Vladimir Poutine, ça doit être un personnage extrêmement intéressant de ces gens qui ont connu le pouvoir pendant longtemps. Oui. J'ai pas dit que je voulais passer mes vacances avec lui ou sortir en boîte de nuit. Ça prend une résonance. Ça prend une résonance particulière et qu'il est normal de vous interroger là-dessus. Très bien. Mais je trouve que c'est un tacticien géopolitique absolument phénoménal. Et de ce point de vue, je pense qu'un dîner avec Poutine, ça fait partie des choses à faire dans une vie. D'ailleurs, je peux comprendre le dîner, mais voilà, la tactique. J'avais aussi d'ailleurs répondu pour ce pauvre Mathieu Bocoté à l'époque dans la même phrase, parce qu'on m'a demandé avec qui vous souhaiteriez dîner. Moi, j'assume totalement cette phrase. D'ailleurs, je vois pas en quoi elle est le signe d'une espèce de soumission ou d'ambiguïté. Éric Zemmour géopolitique. Tacticien géopolitique. Et puis, en fait, vous assumez cette admiration. C'est un tacticien géopolitique, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec sa tactique ou que je souhaite que la France soit alignée sur sa tactique. Moi, ce qui est intéressant, ce que je voulais dire à travers cette phrase, et je l'assume, j'ai pas de problème, c'est que c'est un homme qui exerce le pouvoir depuis longtemps et qui a une pratique du pouvoir. Je pense que oui, passer un dîner, ça doit pas être inintéressant. Voilà, mais c'est pas. Il faut être capable de remettre les propos dans leur contexte. Il y a quelques années, sans que ça se transforme immédiatement en procès de soumission et d'intention. C'est pour ça que nous vous posons ces questions. Mais vous avez raison et ça me permet de clarifier. Alors je le dis clairement maintenant, il n'y a pas de ma part une quelconque volonté d'aligner la France sur les intérêts russes, pas plus que envers d'autres puissances, que les choses soient dites et entendues. Une fois de plus, c'est pas parce qu'on essaye, de défendre l'idée d'un monde multipolaire qu'on est nécessairement le lobbyiste d'intérêts étrangers. C'est un procès ridicule. On vous voit lors de vos voyages en Russie, et Benjamin, une question à vous poser. Mais juste pour être très clair, Vladimir Poutine n'est pas un dictateur. C'est ce que vous dites.
Vous refusez d'accoler le mot dictateur. J'ai pas dit ça, non, mais si vous voulez, je peux vous dire que c'est un dictateur. Ce que je vous dis, c'est que c'est un régime autoritaire. Je peux pas vous dire mieux. Autoritaire, voilà, ce n'est pas une dictature. Une dictature, pour moi, c'est un régime totalitaire. Et la Russie n'est pas un régime totalitaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Russie, les libertés sont pas toutes respectées comme elles devraient l'être. Plus que ça, la presse. Si vous voulez absolument avoir votre phrase. Non, mais c'est une question. Non, mais donc je vous réponds. C'est une question parce que le Rassemblement national a évolué. Désormais, Jordan Bardella, par exemple, dit oui, c'est un dictateur. Éric Zemmour, lui, refuse de dire que Vladimir Poutine est un dictateur. Donc vous voyez bien que le débat politique. Parce que après, c'est le terme d'une qualification, si vous voulez, politique. Donc voilà. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on se pose jamais ce genre de questions à l'égard de la Chine. Je veux dire, la Chine aujourd'hui qui porte aussi des atteintes très très graves aux libertés fondamentales, et ce n'est pas mieux, qui est reçu au Forum économique de Davos, devant tous les grands responsables du monde, avec les honneurs, qui a même d'ailleurs une UDT du Forum économique en Chine qui est reçue. C'est marrant, j'ai pas entendu qu'on impose ce genre de propos. Voilà, c'est juste ça qui m'interpelle. Éric Zemmour a choqué la semaine dernière en expliquant qu'il était opposé à l'accueil en France des réfugiés ukrainiens. Il est ensuite revenu dessus en expliquant dimanche à Toulon que ceux qui le souhaitaient pourraient venir si les maires étaient d'accord. Mais pour autant, ce matin, écoutez ce qu'il disait sur BFM TV. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un tsunami fondé sur l'émotion comme il y a eu pour le petit Elan. Et on a eu 1 million, voire plus, d'immigrés syriens qui étaient en plus... avec d'innombrables Algériens, Marocains, Africains qui se... Mais ça veut dire quoi ça veut dire en fait, il y a les carrément franco. Il y a une immigration blanche chrétienne, vous dites OK. Une immigration arabe musulmane, vous dites non. Absolument. Est-ce que ces déclarations, au fond, même s'il est revenu un petit peu dessus, ne donne pas l'image d'un leader politique brutal, une forme d'inhumanité qui passe à côté de l'émotion sincère des Français qui, effectivement, sont très largement en faveur de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. D'ailleurs, je pense qu'il a bien fait de clarifier et c'est heureux. Moi, je crois que ça reste sous condition. Non, mais moi, je crois que le mérite qu'a Éric Zemmour, et c'est ce qui fait, entre guillemets, le charme de son tempérament, si je puis dire, c'est que c'est un homme qui refuse d'utiliser le malheur des Ukrainiens comme un enjeu électoral ou un enjeu d'image. Voilà, il refuse de capitaliser là-dessus pour valoriser son image dans la course à l'émotion, pour gagner des points, un peu de frais, en faisant des grandes déclarations humanitaires qui ne coûtent pas grand-chose, si je puis dire, aujourd'hui dans le débat. Vous n'êtes pas favorable, vous êtes favorable ou pas à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France? Moi, je suis totalement en phase avec ce qu'il défend et que je trouve nuancé, mesuré. C'est-à-dire, le principe, c'est de dire aujourd'hui l'immense majorité des Ukrainiens, et tous les reportages, y compris les vôtres, le montrent, souhaitent, et les femmes et les enfants, puisque c'est ce dont on parle dans ces réfugiés de guerre, puisque les hommes restent pour combattre, ce qui est tout à leur honneur, expliquent qu'ils souhaitent rester dans des pays limitrophes, notamment la Pologne, pour pouvoir rester près des familles et rentrer immédiatement. Donc si on veut, non pas se faire plaisir, si je puis dire, mais aider les Ukrainiens en fonction de leurs souhaits, la première chose à faire, et Éric Zemmour l'a dit très clairement, c'est d'envoyer une aide humanitaire, médicale et financière à ces pays, et notamment la Pologne, et de lever les sanctions d'ailleurs financières de l'Union européenne pour qu'ils puissent les accueillir dans des bonnes conditions. Et j'en conclus là, si évidemment derrière, et il l'a précisé et c'est heureux, des Ukrainiens pour X ou Y raison ont envie de venir en France parce qu'ils ont des attaches et de la famille, évidemment qu'il n'y a aucun problème pour leur accorder un statut particulier afin qu'ils puissent venir temporairement sur le territoire le temps que cette guerre prenne fin. Voilà. Marion Maréchal, on parle d'un peuple qui aspire à la liberté, qui se tourne vers nous. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, sans forcément rentrer dans des analyses géopolitiques sur la responsabilité des uns et des autres, à moins que vous daigniez cette liberté aux Ukrainiens. Et pardonnez-moi, et que vous pensez qu'ils méritent ce qui leur arrive, ce qui leur tombe dessus. Ah non, mais moi j'ai jamais dit. Non, mais attendez, excusez-moi. Déjà, il y a une différence entre l'attitude des gouvernements et des peuples. J'ai jamais dit que les Ukrainiens méritaient ce qui leur arrivait. Jamais de la vie. Oui, mais il y a des conséquences à la décision. Pardonnez-moi, il y a des conséquences au fait. Non. Écoutez, oui, mais bon. Non, mais moi, vous venez de nous dire, en gros, on ne doit pas les accueillir. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des Ukrainiens souhaitaient rester dans les pays limitrophes. C'est pas une déclaration dans l'absolu que je fais. C'est le résultat de tous les témoignages, de tous les reportages, y compris de votre propre chaîne, qui vont sur place et qui recueillent le souhait de ces Ukrainiens. Donc maintenant, ce que je réponds et ce qu'a dit Éric Zemmour, me semble-t-il, c'est puisque ces Ukrainiens, dans l'immense majorité, veulent cela, aidons-les à pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions là où ils souhaitent être accueillis. Et il a précisé, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, si des Ukrainiens veulent venir
aidé en cela d'ailleurs par la générosité des Français qui se sont spontanément manifestés. Il n'y a pas de difficulté. Et je crois par ailleurs... On voit des images des Ukrainiens arrivant à Metz. Et je crois par ailleurs, et ça me paraît tout à fait logique, qu'il est de la responsabilité des pays européens d'accueillir les réfugiés européens, de la même manière qu'il devrait être de la responsabilité des pays africains d'accueillir les réfugiés africains, et inversement, dans le même système de raisonnement que les pays du Moyen-Orient accueillent les réfugiés des pays du Moyen-Orient lorsque c'est le cas. Or, malheureusement, ça n'est pas si je puis dire, la discipline spontanée qui se fait